donnez plus votre valise à une dame qui s'en occupe, vous confiez votre valise à un robot qui s'en occupe ou pas. Car, véritablement, c'est ça. Et à Barcelone, l'aéroport de Barcelone, c'est pareil. Et les caissières vont disparaître. Et les traducteurs, et bravo à tout le travail qui est fait aujourd'hui, sont menacés. Et d'autres professions répétitives. Et les travailleurs du savoir, on pense effectivement que nous n'aurons pas de problème, mais les orateurs l'ont dit, le développement de l'intelligence artificielle va changer les choses. Dans le secteur de la santé, il y a maintenant un logiciel aux États-Unis qui diagnostique les difficultés que vous pouvez avoir. En France, dans une pharmacie, on a installé une cabine automatisée pour rentrer et effectivement, grâce à un certain nombre de logiciels, on va faire un diagnostic médical de votre situation. Et si la médecine est touchée, si la pharmacie est touchée, comment le droit ne le serait pas? Mais le droit l'est déjà. Aux États-Unis, le système est celui de la discovery. Un orateur l'a évoqué hier. C'est-à-dire qu'on va examiner tous les documents de l'adversaire. Parfois, il y a des centaines de documents, mais parfois, il y a des millions de documents. En 1978, un conflit a opposé des chaînes de télévision. Il y avait 2,2 millions de documents. Tout cela a été examiné par qui? Par les avocats. Ils ont facturé 3 millions de dollars. Uniquement pour l'examen de l'ensemble des documents et la préparation de la défense. Il y a un nouveau logiciel qui s'appelle e-Discovery, Blackstone Discovery. Il peut analyser 1 500 000 documents en moins de 6 heures pour exactement 100 000 dollars. En 2016. Mais demain, vous savez parfaitement que ce ne sera pas 100 000 dollars, ce sera 20 000 dollars. Et puis ensuite, ce sera peut-être gratuit. Nous sommes dans la courbe exponentielle. Souvenez-vous, en 1990, c'était si loin. La machine que j'avais contenait 130 pages de mémoire. Et j'étais content. Aujourd'hui, 230 millions de pages. Demain, en 2030, un ordinateur, c'est un cerveau humain. Et certains disent qu'en 2050, l'ordinateur, c'est le cerveau de l'humanité. Et la machine continue à s'auto-améliorer. C'est-à-dire que non seulement elle bénéficie de l'apport des hommes, mais maintenant elle n'a même plus besoin de l'apport des hommes. Elle corrige elle-même ses difficultés et va de l'avant. Jusqu'au jour où les machines diront aux hommes et aux femmes, nous n'avons plus besoin de vous. Allez vous faire foutre. Le deuxième risque, parallèlement, et vous le savez, c'est que tout devient gratuit. Un ordinateur, en 1970, écoutez, le plus gros ordinateur, 30 000 euros, 30 000 dollars de location tous les 6 mois. Aujourd'hui, vous allez prendre un abonnement téléphonique, on vous donne le smartphone. On ne vous fait pas payer le smartphone, on vous le donne, c'est gratuit. Et ça va continuer, tout ce qui peut être gratuit sera gratuit. C'est ça le principe d'Internet, c'est ça le principe. Et nous ne sommes qu'à la première révolution. 3 autres révolutions arrivent, qui vont changer notre vie. Il va y avoir une révolution de la production. Ce sont les imprimeries 3D. Vous prenez une bobine de fil. Comment faites-vous votre bobine de fil? Vous prenez des vieilles bouteilles d'eau minérale. Vous les transformez dans un système qui s'appelle fil à voûte. Vous les transformez en bobine de fil. Le système fil à voûte, ça coûte 600 euros. Et avec ça, vous faites ce que vous voulez. Mais pas seulement avec ça. Avec des déchets de béton, vous faites ce que vous voulez. Vous créez des objets. Vous n'avez plus besoin de les acheter. Vous les créez. Savez-vous combien aujourd'hui coûte un imprimante 3D? Entre 600 et 1500 euros pour les plus qualifiés. En Chine, ils ont fait un village avec des maisons grâce à une imprimante 3D. Partout, cela se développe. Ça veut dire que le consommateur devient un producteur. Deuxième révolution, c'est la connexion des objets. Tous les objets vont être connectés. On parle de votre frigo, mais le reste aussi.
tout va être connecté. Troisième révolution, c'est la révolution de l'énergie. On le sait, chaque maison va créer sa propre énergie, ça commence déjà. Et demain, cela va s'intensifier. Ces trois énergies vont changer les choses complètement et ça va changer pour nous aussi. Alors quel est l'accord que j'ai constaté au travers des 40 orateurs? Il est simple. Premièrement, il faut s'approprier le numérique, mais en deuxièmement, il faut demeurer des avocats. Essayons de voir comment s'approprier le numérique. Comment essayer de ne pas être manipulé, de ne pas être ubérisé, mais au contraire, d'intégrer le numérique dans nos pratiques. Nous intervenons dans deux domaines, la justice et les services juridiques. Pour la justice, nous pensions être tranquilles. Quand j'ai prêté la robe, j'avais le sentiment que j'étais invulnérable. Que personne jamais ne viendrait contester ma capacité à porter la parole. Aujourd'hui, nous sommes contestés. J'ai entendu le ministre, c'est le seul que je citerai. Il a parlé de digitalisation, il a parlé de zéro papier, il a parlé d'application gratuite pour les avocats, principe de gratuité que j'évoquais, il a parlé d'accès au droit, accès à la justice grâce à la digitalisation. C'est formidable. Mais moi, en même temps, je réfléchissais, accès à la justice avec les avocats ou sans les avocats? Parce que plus je mets en place des outils numériques faciles d'accès, plus je permets à tout le monde d'utiliser les accès à la justice. Plus je le fais gratuitement, plus j'incite les gens. Pourquoi est-ce que je prendrais un avocat payant quand je peux avoir un accès à la justice gratuit et sans avocat? Donc le problème n'est pas l'accès à la justice par le numérique, bien sûr que nous sommes favorables. Le problème, c'est de protéger les clients, protéger les justiciables. Et la meilleure façon de protéger le justiciable, c'est l'avocat. Car il n'y a pas de procès juste, ça a été dit hier par un orateur, il n'y a pas de procès juste sans avocat. Donc oui à la numérisation de la justice, oui au zéro papier, oui à l'évolution, mais avec des avocats, et ce de façon forte. Ce qui veut dire que nous devons d'ores et déjà réfléchir nous-mêmes à nous emparer des outils qui sont en train d'être créés. Le chercheur de l'INRA, ancien magistrat, ancien avocat, qui crée des modèles qui ne sont pas des barèmes, mais qui pourraient le devenir. En tout cas, ça vous indique, lorsque vous avez besoin d'une prestation compensatoire, que vous avez 20 ans de mariage et que vous divorcez, à peu près combien vous allez payer. Et ça, c'est très important, parce que si tout ça se diffuse, mais pourquoi voulez-vous avoir un avocat? Pourquoi voulez-vous faire un procès? Si vous savez d'ores et déjà, par ce barème, combien vous allez payer? Idem pour l'indemnité de licenciement, idem pour la pension alimentaire. Si je sais exactement combien je paye par une pension alimentaire en considérant mes revenus et ma famille, pourquoi voulez-vous que j'ai affaire à un spécialiste du droit? Je le fais tout seul. Donc là, ce sont des outils que nous devons nous intégrer, nous maîtriser, pour le mettre au service du public, bien entendu, mais pour expliquer aussi au public que ces outils, pour les comprendre et les utiliser, il faut un avocat, et il faut toujours un avocat. Ça va poser d'ailleurs la question de l'organisation des cabinets, mais ce serait trop long. Deuxième aspect de notre travail, les services juridiques. Tout a été dit. Tout a été dit sur les banques de données, et l'expérience belge que je suivrai avec beaucoup d'attention. Tout a été dit sur le rôle des réseaux sociaux. Tout a été dit également sur les plateformes ce matin au travers des éléments. Moi, ce que je constate, c'est que nous sommes dans une extension des plateformes exponentielle aussi. Au début, c'était l'automatisation des documents juridiques. LegalZoom, Captain Contrat, vous voulez un contrat, 40 €, 80 €. Moi, je ne peux pas travailler à ce tarif-là. Je suis battu, c'est pas possible. L'avocat ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir intégrer cet élément. D'ailleurs, ils ont compris ça. Et maintenant, ils font dans leur plateforme des documents juridiques, non plus pour le public, mais pour les avocats, pour les experts comptables, pour d'autres professions.
de telle façon à ce qu'on utilise le meilleur modèle. Ce qui veut dire que le savoir-faire des cabinets, qui est quand même fondamental, cette espèce de création permanente en matière de contrat, risque de disparaître, ou en tout cas risque de poser des difficultés. Il va falloir une innovation permanente. Deuxième type de plateforme qui se développe, la saisine des tribunaux, demander justice. Vous voulez aller devant une juridiction sans avocat, venez nous voir. Je vous prépare le dossier, 80 €. Là aussi, on ne peut pas s'aligner. Troisième type de plateforme, maintenant, nous allons créer des plateformes secrètes pour financer les procès. C'est-à-dire qu'on va récupérer de l'argent auprès de tiers, on va dire voilà, vous avez un procès qui va coûter cher, on va vous financer ce procès, mais si vous gagnez, bien entendu, il va falloir nous donner un pourcentage de votre gain. Cela se lie avec les nouveaux systèmes qui sont en train de se créer en matière de justice prédictive. Aux États-Unis, vous avez un logiciel, vous rentrez toutes vos données et il vous dit vous avez 30, 40, 50, 60, 80 chances de gagner votre procès. Tout ça est lié. Et enfin, quatrième type de logiciel aujourd'hui, les plateformes, ce sont les plateformes concernant les actions collectives. Là aussi, deux orateurs sont intervenus ce matin, je n'y reviendrai pas. Si nous voulons nous emparer de ça, je ne vois pas pourquoi la profession ne le pourrait pas. Nous avons un problème majeur. Ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas la volonté d'innover, ce n'est pas la volonté d'être plus moderne. Le problème, c'est l'argent. Il faut des capitaux. Il faut des capitaux pour lancer cela. Il faut des capitaux pour constamment améliorer la plateforme. Pour ça, il n'y a qu'une solution, la mutualisation. C'est soit la mutualisation, soit les capitaux externes. Soit nous travaillons ensemble, et ça veut dire une unité de la profession d'avocat, y compris sur ces terrains-là. Ce sont, encore une fois, des plateformes mondiales qu'on peut développer sans difficulté. Soit alors il va falloir chercher des capitaux extérieurs, mais chercher des capitaux extérieurs, c'est toujours le même problème. C'est celui de l'indépendance. Plus je dépends de capitaux extérieurs, moins mon indépendance est forte. Il va falloir que la profession choisisse à ce niveau-là. Deuxième problème, deuxième défi, c'est effectivement demeurer des avocats membres d'une profession réglementée. Pourquoi j'insiste sur la profession réglementée? C'est qu'il existe aujourd'hui une véritable offensive de la part de l'OCDE d'une part et de la part de la Commission européenne d'autre part pour effectivement déréglementer la profession d'avocat. Or, qu'est-ce que ça veut dire la réglementation? Ça veut dire que la profession d'avocat ne peut pas être confondue avec la profession de commerçant. Nous ne sommes pas là pour rechercher uniquement le profit. La réglementation, ça signifie la recherche de l'intérêt général. C'est parce que nous recherchons cet intérêt général que nous bénéficions de la réglementation et de la régulation. C'est donc la confiance des pouvoirs publics. Cette confiance des pouvoirs publics n'est pas accordée à toutes les professions. Nous en avons besoin pour notre légitimité. Tout repose sur cette confiance, car on ne peut pas ensuite parler de déontologie si au départ on n'a pas la confiance. Nous avons donc besoin de rester dans l'intérêt général. Et ça pose le problème qui a été évoqué à plusieurs reprises par des orateurs hier, de la question de l'accès au droit. Pourquoi les plateformes se développent? On vous l'a démontré. Parce que nous avons abandonné une série d'étapes qui ne nous intéressaient pas. Parce que nous avons abandonné des publics qui ne nous intéressaient pas. Parce que, effectivement, l'accès à la justice, ce sont les riches, pas de problème, et les pauvres, parce que nous supportons l'aide légale et l'aide juridictionnelle. Mais les classes moyennes ne peuvent plus, dans un certain nombre de pays, accéder à la justice. Attention, les gros bataillons, ce ne sont pas les riches, ce ne sont pas les pauvres qui vont en justice, ce sont les classes moyennes. Si nous abandonnons les classes moyennes dans l'accès à la justice, ça veut dire que d'autres concurrents vont s'emparer de ces classes moyennes. Bien plus, l'accès au droit et à la justice ne sera plus incarné par les avocats, mais par des concurrents. Donc, il va falloir que nous nous concentrions par tous les moyens possibles afin de récupérer cette clientèle. Je n'hésite pas à employer le terme clientèle.
C'est nous qui devons traiter les classes moyennes et participer pour les citoyens à cet accès au droit et à la justice. Les ordres